Bonjour à tous et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ autour de l'Ultra Trail et de mon Ultra Trail du Lavaredo. Je sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos, si jamais le compte rendu est déjà sorti, je vous mettrai bien sûr le lien directement puisque aujourd'hui je vais pas du tout rentrer dans les détails de la course, je vais vraiment plutôt répondre à toutes vos questions autour de la course, pendant la course. Je me dis ça peut être sympa de diviser comme ça les vidéos et peut-être, je ne suis pas sûre encore, qu'il y aura aussi une vidéo spéciale sur l'assistance puisque j'avais reçu énormément de questions sur comment ça fonctionne et vu que Mathieu a fait pas mal de vidéos pour vous montrer les coulisses, je pense que ça peut être sympa de faire cette vidéo. Donc j'ouvre les questions. Et j'ai fait plein de captures d'écran parce que j'ai eu beaucoup de questions. As-tu des bâtons? As-tu l'habitude d'utiliser des bâtons? Pourquoi n'utilises-tu pas tes bâtons au début? Bref, j'ai eu plein de questions autour des bâtons, alors je pense que je vais tout de suite y répondre parce que c'est vrai que les bâtons c'est des questions qui reviennent souvent en ultra trail. Alors il faut savoir que moi en dessous de 80 km je ne prends pas de bâton et je n'utilise pas de bâton, tout simplement parce que je ne ressens pas le besoin. La manière dont je cours fait que je n'utilise pas de bâton et que je me sens beaucoup plus à l'aise sans bâton. Mais ça dépend vraiment de vous, de comment vous courez, de comment vous avez l'habitude de courir. Et personnellement, je préfère fonctionner comme ça. Et forcément sur un ultra, je repousse en fait le moment de l'utilisation des bâtons le plus loin possible. Donc là, pour le coup, mon objectif c'était de faire la première moitié sans bâton et la deuxième moitié avec bâton, et au final j'ai vraiment commencé à utiliser les bâtons que dans la dernière grosse montée, dans le dernier gros bloc, donc de 80 à 120, c'est là où je les ai utilisés. Donc c'est ce que je pensais que j'allais faire puisque je les ai sortis en fait pour l'avant-dernière grosse montée et au final je les ai pas du tout utilisés dans cette montée. Parce que pareil, j'ai pas ressenti le besoin, c'était pas une montée trop pentue. Et par contre j'étais très contente de les avoir vers la fin parce que j'étais fatiguée et que ça m'a je dirais pas que ça m'a beaucoup aidé en montée, mais ça aide aussi en descente quand vraiment on est fatigué, quand on commence à avoir très mal aux jambes et des courbatures. Les bâtons permettent vraiment de soulager. Et donc pour moi qui n'utilise que très peu les bâtons, c'est vraiment en fait une manière de me soulager en fin de course et de me dire que si ça va pas, j'ai mes bâtons qui peuvent m'aider. Alors que je pense que les personnes qui partent direct avec les bâtons ne peuvent pas se dire qu'elles vont pouvoir se soulager avec les bâtons puisqu'elles ont déjà les bâtons depuis le début. Comme ça. Après j'ai une manière d'utiliser les bâtons assez particulière, je mets les deux bâtons en avant et je me propulse comme ça. Donc j'utilise énormément mon haut du corps dès que je sors les bâtons, mais ça me permet vraiment d'être très efficace et de pouvoir gravir même très vite les cols, même en étant très fatiguée. Et ça j'en suis plutôt fière. Et par contre ça permet vraiment de me soulager en descente. Après voilà, vous ne me verrez pas du tout avec des bâtons sur d'autres courses, sauf peut-être s'il a plu. Et là dans ce cas je prendrai les bâtons, mais c'est voilà à peu près mon approche des bâtons. Et bien sûr je vous mettrai la référence de mes bâtons dans la barre d'infos ou juste ici, puisque j'en suis plutôt contente. C'est des bâtons télescopiques, donc vous pouvez les plier et ça c'est très important puisque moi je les utilise pas tout le temps. Pourquoi autant de vélo en prépa alors que tu veux faire un ultra? Alors je vous ai expliqué, normalement j'ai pas autant de vélo dans mes prépas d'ultra, hein. Normalement j'ai un peu plus de volume. Souvent j'essaie même sur plusieurs semaines d'avoir le nombre de kilomètres. Donc, par exemple si je fais un ultra de 120, d'avoir une totalité de 120, 140 km parcourus sur 1, 2, 3 semaines. Après il faut pas tout de suite se dire que parce qu'on fait un ultra il faut faire beaucoup de volume à pied. Il faut surtout faire des séances efficaces, donc ça peut être des séances participer à des marathons trail, participer à des 50, des 60, des 70 km durant votre prépa. Ça c'est on va dire des sorties très efficaces, ou faire des sorties de 30, 40 avec beaucoup de dénivelé, ou faire des très longues randonnées. En fait, il faut je pense arrêter de se dire que pour faire un ultra il faut forcément faire un volume de dingue. Bien sûr il faut faire du volume en course à pied, mais il ne faut pas faire exclusivement ça. Et en fait moi l'année dernière je préparais la TDS et je n'ai malheureusement pas pu y participer. Je me suis blessée littéralement 3 semaines avant, c'est-à-dire je me suis blessée
vraiment dans la semaine où j'étais en train de à descendre mon volume. Je me suis fait mal au dos et en fait je me suis dit que cette année j'avais vraiment très peur de me refaire mal au dos. J'ai fait vraiment une préparation vraiment différente. J'ai fait beaucoup plus de vélo avec beaucoup de dénivelé, avec beaucoup de sorties longues à vélo. J'ai fait beaucoup de gravel aussi avec beaucoup de dénivelé en très haute altitude. J'ai fait beaucoup de randonnées et j'ai aussi fait pas mal de marathon trail pour me préparer et j'ai préparé ce trail de manière un peu plus longue. Donc j'ai commencé ma prépa avec à partir du mois de février, j'ai commencé à augmenter le volume ainsi jusqu'en mai-juin. Et d'ailleurs fin mai, début juin, j'ai eu des petites douleurs au dos et ma dernière semaine d'entraînement, j'ai levé le pied au lieu de faire je crois ma dernière grosse sortie de 60 km. Et heureusement je pense parce que peut-être que je me serais fait mal au dos. Donc voilà pourquoi cette année il y a eu plus de vélo que de volume à pied. Après j'ai un peu ressenti parce que j'ai eu des douleurs au genou, j'ai eu un début de TFL et ça c'est clairement parce que il y avait moins de volume à pied. Mais physiquement franchement j'étais prête physiquement puisque les jambes même jusqu'à la fin elles répondaient, je pouvais courir jusqu'à la fin, je pouvais monter jusqu'à la fin, c'était vraiment juste une petite douleur au genou mais qui ne m'a pas gênée pour terminer la course. Ça a été une gêne plus qu'une douleur et je pouvais quand même continuer. Donc voilà, je pense que c'est difficile d'expliquer, chaque prépa est particulière. Et moi je savais que de toute manière j'avais ce souci là avec mon dos et que je voulais vraiment participer à cette course, que je voulais pas me blesser avant et donc j'ai vraiment adapté ma prépa comme ceci et je ne regrette pas du tout. Pour moi le vélo c'est vraiment le cyclisme pour préparer un trail, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour venir en complément, pour faire beaucoup de volume, pour faire du dénivelé, pour aller en très haute altitude. Bien sûr ça ne m'empêche pas d'aller faire des trails, des randonnées en haute montagne pour vous habituer à la technicité et ça j'en ai fait aussi, moins que d'habitude mais j'en ai fait aussi. Donc voilà pourquoi cette année la prépa était différente, parce que voilà mon petit souci au dos. Je ne vous donnerai pas mon plan d'entraînement est particulier à moi. Pour tous les plans d'entraînement vous pouvez retrouver des conseils sur le Jum Didou Atelier. J'ai fait du coaching sur le Jum Didou Atelier dans lequel je vous propose plein de plans d'entraînement, donc allez sur le Jum Didou Atelier, c'est mon métier. Plein de personnes atteignent leur objectif mais voilà ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et je rêve de vivre cette course et ce moment-là, y a-t-il besoin d'assistance? Franchement sur l'ultra trail, j'admire les gens qui font sans assistance mais bon après vous avez toujours une assistance puisque vous avez un sac qui est consigné, que l'organisation vous amène à mi-parcours. Mais franchement avoir une assistance sur l'ultra trail, ouais c'est genre ça aide énormément, donc je vous conseille vraiment d'avoir un proche avec vous. Comment fait-on pour ne pas avoir mal aux pieds sur une telle distance? Alors paradoxalement j'ai eu je pense que mal aux pieds ça veut dire mal sous les pieds à force de marcher beaucoup. Alors tout simplement parce que le rythme change énormément, que mine de rien on fait quand même des pauses entre les ravitaux. Moi j'ai pas eu mal sous les pieds dans le sens fatigue, genre comme si j'avais marché toute la journée, et pourtant c'est le cas, j'ai marché toute la journée, mais je pense que c'est une question d'habitude et d'entraînement et surtout d'avoir les bonnes chaussures. Ensuite pour tout ce qui est conseils pour débuter le trail, sachez qu'il y a plein d'articles sur mon blog, il y a plein de vidéos, donc je les mettrai ici ou dans la barre d'infos parce que je sais que ça doit forcément donner envie et donc là l'objectif c'est pas de répondre et vous donner des conseils pour vous débuter le trail puisque je pense que je l'ai fait dans d'autres... Quel est le pourcentage de course et de marche sur une telle course? Alors plus la distance s'allonge, plus en fait le pourcentage de marche augmente puisque sur des marathons trail à mon niveau, je parle bien sûr de mon niveau, il y a par exemple les athlètes élites, je crois qu'ils courent 95%, 90% sur ces courses. Moi je suis plutôt, plus la distance est courte, plus forcément je vais courir, ça peut être jusqu'à 60, 70, 80% de la distance. Mais là pour le coup plus la distance s'allonge, plus la part de course diminue. Et vous pouvez en fait avoir ce genre de statistique sur votre Garmin, sur votre montre. Et moi j'étais à peu près à 45% de course et 55% de marche. Mais vous pouvez descendre à 30% de course et 70% de marche. De toute manière, l'objectif sur ces trails, je rappelle, c'est de finir, enfin de ces ultra trails, c'est de finir. Alors bien sûr, c'est super cool de faire un temps. Moi personnellement, je découvre encore ce que c'est l'ultra trail et mon objectif c'est à chaque fois de finir. Et donc là, je suis plutôt contente de finir en 26 heures
26h30 avec ce pourcentage là, sachant que j'ai couru aussi sur la fin et sachant aussi que la course ne faisait pas 120 mais 123. Donc voilà, il faut vraiment pas idéaliser et se dire qu'on court pendant 26h30, c'est faux. Il y a d'une part, moi finalement je n'ai que 22h45 d'activité et j'ai passé beaucoup de temps au ravito, des fois plus 1 heure entière. Donc voilà, il y a aussi cette partie là que l'on ne voit pas dans les chronos, le temps qu'on passe dans les ravitaux, le temps qu'on passe à s'arrêter faire pipi, et forcément ça prend un certain temps sur autant de temps, et oui, donc ça peut prendre jusqu'à effectivement 4 heures de votre temps. Voilà, c'est répondre d'ailleurs à la question combien de temps on pose sur les ravitaux en général. Donc au début de course forcément on passe très peu de temps sur les ravitaux, 10 minutes et on y va, même pas 5 minutes, et après dès qu'on est sur des ravitaux avec de l'assistance on va passer plus de temps, 10, 20, 30, voire 1 heure quand on arrive et qu'on est dans des mauvais états. Voilà, quand on doit tout changer la tenue, quand on doit se reposer un peu, voilà, c'est pour ça que moi personnellement il y a 2 ravitaillements où j'ai vraiment pris mon temps, et je crois que je suis restée les deux donc ça fait les deux, si j'ai perdu 2 heures, mais parce que j'avais le temps, parce que en termes de barrière horaire j'étais super large et que j'avais vraiment le temps de le faire. Donc voilà, mais ça peut varier. Par exemple il y a des ravitaux où je vais à peine rester 10 minutes et je vais partir. Après en trail on passe plus de temps sur les ravitaux parce que forcément on mange beaucoup, il faut recharger le sac, ça prend un certain temps. Donc voilà, mais voilà, je parle bien sûr pour mon niveau, il y a des athlètes qui vont rester genre 5 minutes top chrono, même pas. Alors pour tout ce qui est équipement, je pense que je ferai juste la liste de mon équipement dans la barre d'infos. Puisque que ce soit le camel, ça change pas beaucoup par rapport à mes autres trails, puisque je change pas une équipe qui gagne. Donc je vous listerai tout ça bien sûr. Alors quelle était ta plus grosse course avant cet ultra? Alors personnellement j'avais déjà fait un ultra de 100 km. Donc voilà, après en course d'entraînement je suis à 60 km. Mais globalement mes grosses sorties c'était à chaque fois 30, 40 ou des bi-quotidiens, donc c'est-à-dire 15 le matin, 15 le soir. Mais ma plus grosse course avant ce 120 c'était déjà un ultra, c'était un 100 km. Et honnêtement je vous conseille pas de commencer l'ultra par le Lavaredo parce que c'est 120 km et franchement c'est 20 km en plus, c'est énorme, voilà, c'est vraiment beaucoup plus. À quel moment tu prends des smecta? Alors en fait personnellement je prends toujours un smecta avant la course quoi qu'il arrive, parce que je sais que ça va être compliqué niveau digestion. Donc j'en avais pris un le vendredi soir avant le départ, et ensuite j'en ai pris un au premier ravito où il y avait assistance, donc c'était à 43 km, parce que j'avais des problèmes digestifs. En fait j'allais avoir mes règles, enfin j'ai eu mes règles dans la journée, et pendant mes règles, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'endométriose, j'ai de la diarrhée et ça n'a pas loupé, j'ai eu une diarrhée, et donc j'ai pris un smecta qui m'a vraiment beaucoup aidée. Voilà, c'est juste quand clairement le bidou va pas très bien et que j'ai une diarrhée que je prends du smecta pendant la course, sinon juste avant la course mais jamais pendant. Tu avais l'air de bien souffrir sur les stories, à quel moment tu as pris plus de plaisir? Alors c'est sûr que les stories c'est juste forcément des moments... Voilà, donc les stories c'est surtout quand Mathieu me filmait quand j'arrivais au ravitaillement, et forcément c'est peut-être pas les meilleurs moments puisque quand on arrive au ravitaillement souvent on est fatigué, ça fait des fois 3-4 heures qu'on n'ait pas été sur une zone de ravitaillement, donc on n'a pas eu d'eau fraîche, qu'on n'a pas eu de fruits frais, et des fois c'est un peu difficile d'être juste sur sa réserve à soi. Donc non, je n'ai pas fait que souffrir sur ce trail, j'ai eu 2 parties très difficiles sur ce trail. Ça a été vraiment, je pense, les 5 km juste avant, et encore non, ça allait en fait. Je suis arrivée, j'avais juste un peu chaud et j'avais faim, donc la partie vraiment où j'ai vraiment souffert ça a été entre 85 et 95 en fait, où vraiment le ravitaillement il était super loin. En fait on a eu un ravitaillement à 66 et un ravitaillement à 76 et ensuite plus rien jusqu'à 96 km, et c'était vraiment très long. Donc quand je suis arrivée sur cette zone là, j'étais vraiment pas bien. Ensuite souffrir, oui j'ai souffert mentalement mais pas physiquement dans cette portion là. Et après il faut quand même savoir que l'ultra trail oui c'est un effort physique. Après je pensais pas que c'était aussi négatif et que vous avez imaginé que j'avais fait que souffrir, parce que c'est faux. J'ai vraiment à peu près jusqu'à 60 ça a été
que du plaisir, vraiment, franchement c'était génial. Après il y a eu une portion qui était un peu longue, qui était en faux plat montant, mais en fait on arrivait sur un ravitaillement, donc j'ai juste pris mon temps pour arriver là-bas. Après j'ai de nouveau un peu souffert, mais c'est pareil, c'était surtout mentalement sur les entre 112 et 119, parce que c'était vraiment atroce la descente sur Cortina dans la nuit. Mais physiquement j'ai effectivement eu très très mal à 2 ongles. En fait pendant la nuit il a plu et mes pieds ont gonflé dans les chaussures et ça a frotté, donc j'ai dû changer de chaussures où c'était pas prévu à Mesurina. Et donc forcément c'est jamais très agréable, mais globalement je crois que j'ai pris du plaisir ouais 90% du temps. Franchement même à des moments où je me disais oh j'aurais voulu arriver vers 22h à Cortina, en fait si j'avais tenu ou si j'étais arrivée à minuit comme j'aurais voulu, j'aurais raté un super coucher de soleil, donc je suis très contente que ce soit déroulé comme ça. Donc non, j'ai pris beaucoup de plaisir et les moments de souffrance sont vraiment anecdotiques par rapport au plaisir. Et c'est sûr que oui, ça se voit peut-être pas sur les stories parce que forcément je faisais pas de story pendant et que vous me voyez que sur les zones de ravito, mais non. Alors j'ai très envie de faire de l'ultra. Combien de temps penses-tu avant ce genre de course? Alors personnellement moi j'ai vraiment fait plusieurs années beaucoup de marathon trail, des 80 km avant de me lancer sur l'ultra, parce que vraiment l'ultra dès que vous passez sur un 100 bornes il y a une nuit entière dehors. Voilà, vous faites forcément une nuit dehors et franchement faire une journée plus une nuit dehors, sauf si vous avez un super niveau, vous passerez toujours une portion de nuit dehors et franchement c'est très fatigant et des fois c'est très dur d'apprendre à gérer en fait la fatigue. Et je trouve que personnellement toutes les Saint-Élion que je me suis tapées m'ont beaucoup apprises et m'ont beaucoup donné d'expérience en la matière, et je suis très contente d'avoir fait ça avant de me lancer sur l'ultra. Je pense vraiment acquérir de l'expérience sur des 80, peut-être faire des trails un peu nocturnes pour voir comment ça se passe avant de vous lancer sur l'ultra, et surtout vous dire que la prépa quand même si je vous dis que vous n'êtes pas obligé de faire plein de volumes, c'est quand même une prépa assez intensive. Comment tolères-tu les douleurs? Alors il faut savoir que forcément en ultra trail des fois vous aurez des douleurs assez surprenantes. Alors moi pour le coup sur cette ultra j'ai eu plus de douleurs que sur la CCC, donc qui était mon premier ultra, parce que j'ai eu ces problèmes aux ongles et j'ai eu cette douleur au genou, alors que sur la CCC c'était beaucoup plus des douleurs de fatigue, alors que là pour le coup je trouve que physiquement j'étais plus prête. J'ai jamais eu mal aux cuisses, j'ai jamais eu du lactique, enfin j'ai jamais eu cette sensation d'être à zéro physiquement et de devoir galérer pour arriver, pour continuer, et que c'est plutôt les douleurs qui m'ont handicapée, alors que sur la CCC j'ai eu très peu de douleurs, j'ai eu des fois des douleurs fantômes à ma fracture de fatigue, mais rien de voilà, alors que physiquement j'étais vraiment au bout du rouleau à la fin de la CCC. Je pense que il faut apprendre à tolérer la douleur, apprendre à tolérer la fatigue, et des fois ça se joue vraiment dans la tête. Et je pense qu'en fait le plus important en ultra trail c'est vraiment plus le mental, parce que je peux vous assurer que des fois vous rentrez dans une spirale vraiment négative, une sorte de pain cave où physiquement ça va mais mentalement ça va pas du tout. Et moi c'est ce qui s'est passé, et en fait ça m'énerve que ça me soit encore arrivé parce que j'avais eu la même chose sur la CCC à la fin, et là ça m'est arrivé et ça a été très long, je crois pendant 10 km, ça a été atroce pour moi. Donc alors que physiquement ça allait, mais mentalement j'étais pas là, donc des fois c'est très long, puisque quand le mental ne suit pas, le corps il continue, mais il continue très lentement. Comment tu gères le manque de sommeil? Comment ça se passe? As-tu des hallucinations? Donc je vais faire un petit chapitre sur le sommeil. Alors en fait avec les Saint-Élion je pense qu'on s'entraîne bien en fait à gérer ce manque de sommeil. Après il faut savoir que le manque de sommeil entraîne, enfin moi ça dépend vraiment de chaque personne, mais moi personnellement le manque de sommeil ça me rend irritable, très à fleur de peau. Mais j'ai pas on va dire de somnolence, parce que je suis en hyper vigilance, et que en trail vous êtes obligé d'être en hyper vigilance parce que le terrain est comme ça, et que si vous n'êtes pas vigilant en fait vous pouvez tomber et vous blesser, et la peur de tomber et me faire mal est plus forte que l'envie de dormir. Après en fait l'envie de dormir ne vient pas la nuit, elle vient plutôt dans la journée ou dans les coups de mou, où vous avez pas forcément envie de dormir, envie de vous coucher, mais juste
vous savez que vous pouvez pas dormir et donc vous savez que voilà, il faut lutter un peu, mais c'est pas une lutte, vous savez, comme on a envie de s'endormir en voiture, c'est juste voilà, mal à la tête, voilà, c'est des sensations pas très agréables. Et en fait on boit tellement de coca, on est tellement sur du sucre, sur plein de trucs que globalement ça va. Après il faut savoir qu'il y a plein de monde qui s'arrête pour des micro-siestes. Personnellement moi je le fais pas, mais des fois je me dis, est-ce que si je le faisais, peut-être que je n'aurais pas ces moments où je suis pas bien pendant plusieurs heures, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Est-ce que si je le fais, voilà. Donc après le problème c'est que il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter, se mettre sur le bas-côté et faire sa sieste. Et je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Est-ce que j'y arriverai ou est-ce qu'il faut que j'attende un ravito pour faire cette sieste là? Je sais pas. Déjà je suis pas à l'aise pour aller faire pipi derrière un buisson parce qu'il y a plein d'hommes. Alors m'arrêter pour dormir alors qu'il y a plein d'hommes sur la route, je ne sais pas, sur le trail, d'une part, et ensuite d'autre part la fatigue entraîne plein de petits symptômes, irritabilité, tout ça, mais aussi des petites hallucinations, et ça c'est lié autant au manque de sommeil qu'à la fatigue de l'ultra. Alors moi j'ai eu des petites hallucinations, j'en ai eu dans la journée, donc je m'en souviens, c'était plutôt en milieu d'après-midi. En fait je sais pas pourquoi je voyais je marchais et je croyais voir un pont, et vous savez, un pont en pierre alors que pas du tout. Je pensais voir des maisons alors que pas du tout. Donc c'est vraiment, en fait je voyais des formes bizarres, voilà. J'ai eu des petites hallucinations parce que j'ai passé un petit bout de nuit, un second petit bout de nuit avant l'arrivée. Je croyais voir les lumières de la ville. En fait je pense que mon esprit voulait tellement arriver qu'il se projetait vraiment sur les lumières de la ville et je croyais les voir. Et je croyais aussi voir des fois d'autres coureurs à côté de moi, alors que j'étais sur un single, donc une micro-piste, ils appellent ça. Et en fait non. Mais après je trouve que j'ai eu beaucoup moins d'hallucinations que j'en avais eu sur la CCC où c'était super perturbant. Là c'était vraiment furtif, où je devinais des choses et où finalement je me rendais compte que non. Alors que sur la CCC c'était vraiment beaucoup plus perturbant, beaucoup plus fort. Voilà, il faut se le dire que il peut y en avoir, mais là cette fois-ci j'en ai beaucoup moins. Est-ce que c'est plus long la nuit en ne voyant pas le bout du chemin? Donc c'est cool, voilà, on va continuer sur la nuit. Et comment occupes-tu ton temps, musique, podcast? Est-ce que tu prépares une playlist à l'avance? Comment se préparer un effort si long? Est-ce que tu t'ennuies? À quoi tu penses? Faut savoir que je sais que d'extérieur ça paraît super long comme effort, et que on peut s'ennuyer, alors que pas du tout. Franchement on est tellement focalisé sur son effort, focalisé sur le chemin, focalisé sur le prochain ravito, focalisé sur manger, pipi, caca, enfin des trucs hyper trivial, que le temps passe très très vite. Franchement je n'ai pas vu le temps passer, à aucun moment j'ai regardé l'heure en me disant poulolo, ça fait déjà 12 heures, je me fais chier. Non franchement en fait il y a tellement de choses à voir, le paysage, qu'on ne voyait pas le temps passer. Ensuite, est-ce que ça paraît plus long la nuit parce qu'on voit pas le chemin? Alors, non, moi je trouve qu'au contraire, vu que la nuit on voit pas le chemin, on sait pas trop où le bout est, donc on se concentre surtout sur le chemin qui est là juste sous nos pieds. Et des fois je trouve ça tellement magique de voir en fait les frontales, un mur de frontales devant soi, que je trouve ça magique en fait, et je me dis j'ai hâte d'être là. Mais en fait on se concentre tellement sur la technicité devant soi qu'au final en fait j'ai jamais ce sentiment que la nuit c'est plus long en fait. Je trouve que la journée c'est des fois plus émotivant parce que justement tu vois pas le bout et tu vois justement les gens super loin, alors que la nuit c'est plus magique, c'est plus mystique avec les frontales, l'ambiance est vraiment différente. Et j'aime beaucoup courir la nuit parce que justement tu te concentres vraiment plus sur les pieds devant soi, et bon alors effectivement tu n'as pas les paysages, mais c'est différent. Enfin j'aime beaucoup cette ambiance de nuit aussi, donc je trouve pas ça plus long. Ensuite comment j'occupe mon temps? Alors la nuit j'écoute, ça dépend. La première nuit j'ai pas du tout écouté la musique, j'étais vraiment concentrée, j'ai pas vu le temps passer, j'étais vraiment concentrée sur ma course. Par contre la journée, après ça dépendait du train. Clairement si moi j'ai commencé par la nuit et j'ai pas eu besoin de musique, mais par contre la deuxième nuit, donc la deuxième portion avec la nuit, là j'ai écouté la musique pour me garder bien motivée, bien éveillée. Et ouais, je me prépare des playlists, d'ailleurs j'ai une playlist qui dure un peu plus de 24 heures sur Spotify, je vous mettrai le lien ici, que j'avais utilisé pour la CCC et que j'ai mise à jour pour cette ultra trail dans les Dolomites.
Et ouais, j'écoute plein de musiques différentes. Je n'écoute pas du tout de podcast parce que je ne pourrais pas me concentrer en fait sur un podcast parce que y a trop de trucs à penser et clairement j'ai besoin de me concentrer sur ma nutrition, sur l'hydratation, sur le chemin et clairement le podcast je pourrais pas en fait. Mais ouais, j'écoute la musique mais c'est pas vraiment pour passer le temps, c'est juste pour me booster, avoir de l'adrénaline. Penses-tu parfois à abandonner? Alors c'est la première fois que j'ai pensé à abandonner. Donc c'est quand je suis arrivée au 95e kilomètre, j'étais en très mauvais état, j'étais vraiment pas bien parce que justement comme je vous expliquais ça faisait plus de 20 km qu'on n'avait pas eu de ravito, j'avais eu chaud, j'avais été pas bien sur cette portion mentalement et j'ai l'impression que ce ravitaillement n'est jamais arrivé, j'avais mal à mes doigts de pied. Au final Mathieu il a eu les bons mots, je me suis ravitaillée et dès que tu manges en fait ça va mieux. Je suis arrivée, je dis j'ai abandonné, je peux pas faire ça et en fait parce que mentalement je voyais ce qui me restait, donc il me restait 25 km et je me disais mais je vais jamais y arriver parce qu'il me restait beaucoup de montées, des montées vraiment très courtes mais vraiment très verticales. Je les connaissais ces montées puisque cette portion là en fait je l'avais déjà fait puisque j'avais fait le format 48 km de Cortina en 2019. Si j'avais fait un compte rendu je vous le mettrai là. Donc mentalement je me suis dit purée je vais abandonner parce que je vais pas y arriver, la fin je vais pas y arriver. Et en fait Mathieu m'a dit mais en fait t'es super large en termes de barrière horaire, regarde physiquement tu vas bien, enfin ça tu vas bien entre guillemets, tu peux le faire, prends ton temps, vas-y. En fait juste en reprenant mes esprits voilà j'ai dit non ça va aller, je vais pouvoir le faire. Mais par contre j'ai jamais pensé à abandonner sur d'autres ultra trails. En fait tant que mon intégrité physique, donc ça veut dire que je peux marcher, je peux bouger, j'y vais quoi. Et voilà il faut y aller. Après je pense que la décision d'abandonner ne doit jamais être vue négativement. Des fois il vaut mieux abandonner quand par exemple on n'arrive pas à se ravitailler, on n'arrive pas à manger et que clairement on va se mettre en danger et on va mettre les personnes autour de soi en danger. Parce que clairement personne va venir vous chercher hein. Enfin si, il y a une équipe de secours qui viendra vous chercher, qui va venir, qui descendra, mais ça va mettre du temps. Donc clairement si vous le sentez pas, que vous n'êtes pas bien, il vaut mieux lâcher l'affaire hein, vraiment. Et si vous êtes blessé, genre fracture de fatigue ou plus avancé, c'est pareil, il faut lâcher l'affaire hein. Il n'y a rien de mal à abandonner et je préfère le préciser hein, là-dessus. Et justement comment ça se passe si tu abandonnes en pleine course, on vient te chercher? Justement non, on vient pas te chercher. Alors il faut téléphoner à un numéro, encore faut-il avoir du réseau, donc il faut prévenir les gens autour de soi qu'on abandonne. S'il y a des postes de secours, on va dire tous les 10 km. 10 km en montagne c'est beaucoup, c'est assez éloigné quand même. Le mieux c'est souvent de rejoindre une zone de ravito et d'abandonner sur cette zone là. Après l'organisation peut vous imposer d'abandonner, donc par exemple s'il voit que vous n'êtes pas bien, si un médecin voit que vous n'êtes pas bien, voilà. Ensuite l'abandon peut être imposé parce que vous ne passez pas une barrière horaire, mais globalement non, on ne viendra pas vous chercher hein. Enfin on peut venir vous chercher en cas d'urgence mais globalement non, on ne vient pas vous chercher. Alors comment ça se passe tes douleurs, l'état des ongles, comment ça se passe justement les douleurs aux ongles, est-ce que tu as des ampoules? Alors moi je souffre jamais d'ampoules, globalement je touche du bois, mais c'est pareil, avant je ne souffrais jamais de douleurs aux ongles et là avec la pluie mes pieds ont gonflé et mes pieds ont gonflé, ça m'a fait mal aux ongles. Mais vu que mes pieds ont dégonflé de nouveau dans la journée ça allait mieux, mais le mal était fait et j'avais mal aux doigts de pied, mais ça ne m'empêchait pas de courir. Les ongles c'est vraiment compliqué en trail, il faut vraiment avoir les chaussures à la bonne taille, donc un peu plus grandes que d'habitude et peut-être prévoir ce problème de pieds qui gonflent. Après la solution que j'avais, et heureusement que j'avais prévu dans mon assistance, j'avais une petite trousse de secours Sidas pour les doigts de pied, en fait avec des petits capuchons spéciaux pour les doigts de pied. Je vous mettrai l'image et ça en fait je les ai mis au 95e kilomètre quand justement j'étais au fond du seau et que je me disais que j'allais pas y arriver parce que j'avais vraiment mal aux doigts de pied et ça m'a soulagée, c'était vraiment ça m'a permis de terminer la course. Donc c'est vraiment top. En termes d'ampoule, j'ai pas eu d'ampoule et franchement si vous avez bien fait vos chaussures, que vous avez de la crème de anti-frottement et que vous avez des bonnes chaussettes, normalement vous n'êtes pas censé avoir des ampoules sur le trail hein, vraiment. Si vous en avez c'est que voilà il y a un petit souci à ce niveau là. Moi j'en ai pas eu et heureusement parce que les ampoules c'est atroce quoi. Donc oui je répète, pour éviter les ampoules, bien faire ses chaussures, des bonnes chaussettes et de la crème anti-frottement. Alors petite question, les sacs de trail ne sont pas étanches, comment tu gères les affaires s'il pleut du coup? Alors moi en fait je mets un sac plastique
sur la partie, sur le dessus de mon sac à dos, enfin de mon sac de trail, parce que ça va mouiller, mais globalement le sac plastique en dessous va éviter que les affaires prennent l'humidité. Et c'est ce que j'avais fait, et sinon j'emballe tout dans des sacs congélation. Voilà, et c'est comme ça, ça reste à peu près sec. Sinon mon astuce c'est quand je mets ma veste Gore-Tex, je mets les bras et je garde mon camel et je mets le camel est sur moi et la veste est par dessus le camel, et en fait derrière elle passe par dessus le sac, donc ça protège le sac. Voilà, ça c'est mon astuce, et en plus ça permet de gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pour mettre votre veste, et donc vous n'êtes pas obligé d'enlever le sac, mettre la veste puis remettre le sac. Est-ce que tu as réussi à courir à la fin, ou c'est un moment 100% marche avec la fatigue? Alors en fait la fin, vous courez parce que vous en avez marre et que vous voulez arriver, et que souvent vous êtes boosté par l'adrénaline parce que vous entendez le speaker, vous entendez la musique. Moi je me suis remise à courir je crois à 3 km avant la fin, parce que ouais je voulais arriver quoi. Après c'est une course vraiment toute douce, hein. Faut pas non plus t'imaginer qu'on est à 5 minutes au kilo, hein. La gestion du transit, alors comme je vous disais il y a le smecta. Ensuite moi je mangeais le bouillon avec les pâtes, avec le riz, ça permet vraiment de bien tapisser le bide. Je bois du coca aussi, et ben après il faut se dire que forcément sur 26 heures d'effort il y aura toujours des pauses caca, pause toilette, voilà, tout simplement. Moi pour le coup je prévoyais des lingettes pour me rafraîchir sur les assistances, parce que moi je supporte pas ces odeurs là, et je me supporte pas, voilà, avec des changements de culottes aussi, hein. Alors est-ce que le parcours est bien balisé la nuit? Alors moi j'ai trouvé que le parcours sur la première portion, donc qui était 100% de nuit et qui savait qu'elle était de nuit, était super bien balisé, mais que sur la deuxième partie, donc sur la fin du trail, donc qui n'était pas forcément de nuit pour tous, je l'ai trouvé beaucoup moins balisé, et j'ai passé beaucoup de temps avec la frontale à chercher, des fois à chercher et à pas être 100% sûre d'être sur le chemin, donc j'ai pas trouvé bien balisé tout le temps quoi, et donc il faut vraiment rester hyper attentif, faut pas se perdre, parce que je vous assure que vous n'avez pas du tout envie de faire des kilomètres en plus. Question sur comment savoir quel trail faire pour avoir accès à un autre avec le système de points. Alors je vous ferai une vidéo complète sur le système de points, parce que c'est vrai que quand on débute le trail on comprend pas très bien que on n'a pas le droit de s'inscrire à certains trails si on n'en a pas fait d'autres, mais c'est tout simplement pour votre sécurité. C'est normal de vous dire ah ben non, tu peux pas commencer par un 120 km le trail, il faut faire d'autres trails avant, cumuler des points avant de faire d'autres trails, et ça c'est vraiment une question de sécurité, et ça je ferai une vidéo là-dessus parce que je sais que c'est pas très clair. Ensuite j'ai une question sur comment fais-tu si les règles tombent au moment d'une course. Et ben voilà, moi c'est tombé pendant la course. Bah tu fais avec. Alors moi en plus je souffre d'endométriose, donc autant vous dire que j'ai des syndromes prémenstruels très très lourds, et que j'ai aussi mon premier jour de règles qui est tombé pendant la course, hein. Atroce, voilà, c'est atroce. Après ce qui est bien c'est que quand on fait du sport, on va dire que l'adrénaline permet de couvrir beaucoup de la douleur, mais voilà, vous avez quand même le ventre qui gonfle, la diarrhée, enfin certains symptômes, et ben on fait avec, voilà, on prend un smecta. Je crois que j'ai pris qu'une fois des spasmes, c'était l'après-midi, parce que j'avais vraiment trop de spasmes. Mais globalement ça a été. Après c'est plutôt la partie hygiène, donc se changer. Donc moi j'avais prévu une culotte de règles que j'ai mis à Misurina, mais vu que pareil je pense que j'étais en train de faire un effort, j'ai pas eu un flux énorme, et je me suis rechangée le soir, enfin sur le Ravito 95, donc pareil c'était en fin d'après-midi, à 18h par là, et voilà. Donc pour moi c'est culotte de règles et coupe menstruelle si le flux est énorme, mais vu que c'était mon premier jour, je suis juste restée sur les culottes de règles. Et je tiens à faire une parenthèse, quelqu'un qui m'a demandé si j'avais des culottes de règles à recommander, des culottes de règles qu'on voit pas la trace sur le short. Moi je trouve pas qu'on voit les... Enfin franchement déjà d'une part je m'en fous qu'on voit la trace de ma culotte, genre vraiment. Et donc moi je prends juste des culottes de règles en laine de mérinos qui sont adaptées au sport. Mais globalement toutes les culottes de règles fonctionnent, hein, franchement voilà, et je change, voilà. Mais après moi je suis plutôt team coupe menstruelle. Après je suis contente d'avoir eu les culottes de règles, parce que franchement ce gros point négatif sur cette ultra c'était les toilettes. Il n'y avait pas assez de toilettes, franchement c'est pas possible quoi, il n'y avait pas assez de toilettes, il n'y avait pas accès à des toilettes avec de l'eau en plus, enfin franchement aucune considération pour les femmes si elles ont leurs règles, enfin voilà. Je crois que c'est qu'au 66e kilomètre où on avait des toilettes quoi, enfin voilà. Et donc je me suis retrouvée à chier dans la nature, enfin vraiment c'est... je sais que c'est un ultra, qu'il faut pas être précieuse et tout, mais putain, pas avoir de toilettes sur les ravitaux,
ou avoir 2 toilettes pour 1600, plus de 1700 personnes, franchement ça craint, voilà, c'est pas top, c'est pas top. Voilà. Alors côté nutrition, et qu'est-ce que j'ai mangé? Je voudrais juste vous dire que je ne suis pas du tout une référence pour ça, voilà, je préfère vous le dire. En fait moi le problème que j'ai en trail, c'est que j'ai aucun souci en fait à manger sur les ravitaillements. Je peux vraiment manger de tout. Là pour le coup en Italie, je vais vous dire, j'ai mangé des tartines de Nutella, des abricots, des oranges. Je buvais à chaque fois du coca, je buvais aussi de l'eau pétillante. Et après plus ça avançait dans la journée, plus je mettais du salé, donc du bouillon avec des pâtes, du bouillon avec du riz, du thé, des chips. Souvent je me faisais, il y avait du pain avec de l'huile d'olive et des tomates et du fromage. Voilà, je me faisais des sandwichs comme ça que j'avalais littéralement. Donc ça c'est ce que je mangeais sur les ravitaillements. Et après dans mon sac à dos j'avais des pommes-potes, j'avais des barres de céréales, j'avais des gâteaux, j'avais des bonbons. Globalement c'est plutôt du sucré dans mon sac à dos. Mais mon gros problème à moi c'est que j'ai beaucoup de nausées quand j'essaie de manger en trail. Donc heureusement je mange sur les zones de ravito, mais des fois entre chaque ravito j'ai vraiment beaucoup de mal à m'alimenter. Et c'est pour ça que des fois je me retrouve avec des gros coups de mou. Alors globalement sur marathon trail, sur 50-60 km j'arrive à manger, mais je sais pas pourquoi passer on va dire un certain nombre d'heures d'effort, j'arrive dans une zone où j'ai des nausées, où rien ne rentre, et des fois j'ai même des hauts le cœur, alors que c'est des ravitaux qui me donnent envie d'ordinaire, qui me donnent envie, que je mange sans problème à l'entraînement, mais le jour de la compétition j'ai des problèmes. Donc voilà, je suis pas une référence, mais par contre je vous conseille vraiment de toujours tester votre nutrition, parce que moi la nutrition, même si elle a du mal à rentrer, je sais que niveau digestion j'aurai aucun souci. Et je pense que la nutrition c'est vraiment personnel à chacun, mais moi c'est vraiment toujours du naturel, vous me verrez pas avec des gels bizarroïdes. Alors est-ce que si je devais donner une note de difficulté à cette ultra en expliquant pourquoi, et en même temps je vais essayer de répondre à difficultés que je n'avais pas anticipées, au meilleur et au pire moment. Alors pour moi clairement cet ultra il est plus dur que la CCC. En termes de notes de difficulté, en fait je sais pas parce que j'ai pas fait beaucoup d'ultra non plus, mais pour moi en fait il était difficile pour différentes raisons. D'une part parce que la dernière portion, donc les 40 derniers kilomètres, 45 kilomètres à peu près, vous êtes quasiment tout le temps à plus de 2000, les montées sont très longues et très abruptes, donc c'est très difficile. Normalement dans l'ultra j'ai l'impression que vers la fin ça devient un peu plus facile, là clairement jusqu'au bout, hein, même la dernière descente, donc genre ouais, il y a juste les 3 derniers kilomètres qui sont cool. Là jusqu'au bout en fait vous êtes mis au bout du bout, vous êtes sur des chemins très techniques avec beaucoup de boue. Voilà, pour moi ce trail il est difficile parce que vous passez pas forcément le plus difficile au début ni au milieu. Le plus difficile c'est les 40 derniers kilomètres, c'est là où vous êtes en plus le plus fatigué. Après cette partie difficile pour moi ça a été aussi les variations de météo. Après je pense que c'est un peu exceptionnel cette année là, mais clairement la nuit j'ai eu super froid et il a plu, j'avais mes gants le matin. J'avais mis tout ce que j'avais dans mon camel sur moi sauf le pantalon, et ensuite j'ai eu très chaud l'après-midi, et voilà, ces variations de température c'est difficile, et c'est aussi difficile parce que vous avez aussi des variations de température entre la montée, vous avez très chaud en montée, et quand vous arrivez au niveau du col vous avez du vent et il fait vraiment froid, donc il faut vite se couvrir et vite redescendre, et pour moi ça c'était difficile. D'une part, et encore l'autre difficulté aussi c'est que dans les Dolomites vous avez finalement vous avez des parties boisées, mais vous avez aussi beaucoup de caillasses, et c'est quelque chose qui est assez particulier dans les Dolomites. Bon, moi qui vis dans le sud et je m'entraîne avec beaucoup de caillasses et de roches calcaires, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, mais pour moi voilà, il faut vraiment se préparer à ça, et c'est vraiment différent, et clairement dans certains endroits les bâtons ne vous aident pas tellement il y a de la caillasse. Donc voilà, et mentalement il faut vraiment se préparer des fois à être vraiment repoussé loin en soi, parce que faut être très patient, voilà. Je veux dire, c'est difficile de se dire que jusqu'au 120e kilomètre on va vous demander de lire le terrain, d'être sur des portions très techniques,
et qu'il n'y a que les 3 derniers kilomètres où vous allez pouvoir dérouler alors que... Et justement sur mes pires moments, mes meilleurs moments, moi mes pires moments effectivement c'était donc de 80 à 90, mais aussi de 112 à 119. En fait on est la dernière descente vers Cortina, ils ont changé un peu l'itinéraire et bah ça a rajouté pas mal de kilomètres, et surtout on était dans une forêt, enfin j'ai l'impression qu'elle était à moitié hantée, il y avait plein de boue parce qu'il avait énormément plu. Il y avait plein de boue, plein de rochers super glissants, des gazons super glissants, des grosses mottes de terre glissantes. Enfin c'était... Là je me suis dit purée, c'est des sadomaso quoi, ils veulent vraiment nous faire souffrir jusqu'au bout. Donc moi ça a été mes 2 pires moments. Meilleur moment ça a été le coucher de soleil le samedi soir, et forcément les 13 Cimes, c'était magnifique, voilà, c'est trop beau. Alors est-ce que tu as changé de chaussures? Est-ce qu'on change de tenue? Alors oui, j'ai changé de chaussures 2 fois, et j'ai changé de tenue 2 fois. Oui, le matin, et ensuite en milieu de journée j'ai changé de tenue, et franchement ça fait du bien. Pourquoi on change de tenue et pourquoi on change de chaussures? C'est parce qu'on se sent frais, voilà, ça fait du bien, on n'a plus trop des odeurs, on se rafraîchit, enfin c'est vraiment... c'est juste une manière de repartir à zéro, sans vraiment repartir à zéro, mais voilà, c'est juste... c'est comme quand vous faites une pause en voiture, vous faites le plein, vous vous rafraîchissez le visage, voilà, ça fait du bien. Là c'est pareil, c'est une manière de se rafraîchir. Et pour les chaussures c'est aussi une manière de changer un peu les appuis, de pas se faire justement des ampoules, de remettre de nouvelles chaussettes, de remettre de la crème anti-frottement, et ça fait du bien. Alors petite parenthèse, portes-tu des lentilles? Comment faire de si long trail en étant myope? Bah oui, je porte des lentilles, et pour le coup j'ai porté mes lentilles non-stop sur 26 heures. Voilà, après je pense que... Après mes lentilles c'est des lentilles qui durent 15 jours. Donc voilà, je les ai portées non-stop, j'ai pas eu d'inconfort. Après je pense que vous pouvez emmener un peu de gouttes pour vous rafraîchir les yeux, ou vous pouvez même les changer à mi-parcours, mais je les ai pas changées. Et j'ai pas eu d'inconfort. Après est-ce que c'est bien de le faire? Je sais pas, après ça reste quand même exceptionnel. Juste pour la nutrition, je n'ai pas du tout mis de plan précis de nutrition. Après voilà, j'ai juste l'objectif d'incorporer du salé au bout d'un certain nombre de temps de course. Voilà, alors j'ai beaucoup de questions sur l'entraînement. Je crois que j'avais fait une FAQ sur l'entraînement, alors je vous remettrai là-dessus parce qu'il me semble que je vous en avais bien parlé sur comment s'entraîner pour un ultra trail. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre et de les ajouter dans l'article du blog. En tout cas j'espère que cette vidéo, même si elle est un peu longue, vous aura plu. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être un peu fatiguée, mais c'est parce qu'il est tard. Enfin il est tard, non il n'est pas tard, mais je suis encore fatiguée un peu du trail. En tout cas je vous remercie vraiment pour votre soutien, tous vos messages, vos encouragements, vos félicitations, ça me touche beaucoup parce que... après mon échec de l'année dernière, enfin un échec, j'avais pas pu faire la course. Je suis vraiment super contente d'avoir pu enfin terminer ce trail. Ça faisait depuis 2018 et notre premier voyage dans les Dolomites que je souhaitais faire ce trail, que je m'étais dit un jour je le ferai. Et j'y suis arrivée. D'ailleurs une des questions c'est qu'est-ce que tu feras, quel autre trail tu feras ensuite? Et franchement je n'ai aucune idée pour le prochain ultra trail, parce que pour moi c'était vraiment... celui-ci qui me tenait extrêmement à cœur. J'ai un trail que je veux absolument faire, c'est celui de Madère, mais voilà, donc on verra par la suite comment ça se passe. Pour le moment je n'ai pas d'annonce à faire sur l'ultra trail, sur un autre ultra trail à faire. Je vais savourer celui-ci. Et moi je vous dis vraiment, le trail c'est vraiment une aventure magnifique qui vous permet d'être dans des lieux magnifiques, et moi c'est pour ça que je le fais, c'est vraiment pour les paysages. Et jusqu'au bout j'ai croisé les doigts pour la météo, et au final la météo, même si la nuit a été compliquée avec la pluie tout ça, c'était la nuit donc on s'en fout. La journée j'ai eu une super météo, j'ai eu du beau temps mais pas trop chaud, et voilà, c'était très extrême, mais j'ai pu voir les paysages et j'ai passé vraiment un temps magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir, et ouais c'était magique. Rien que d'y parler j'ai encore un peu des émotions parce que c'est assez fort ce qu'on ressent. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de petites bises. N'hésitez pas à me suivre sur Strava où vous avez tous mes entraînements, je mets tous mes entraînements, et sur Instagram Anne du Bilou, c'est pareil sur les deux. Écoutez, je vous dis à très vite, bye bye.